Salut Sophia, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Sophia, tu es autrice, notamment de Une Française de fabrication aux éditions du Net, et tu es aussi militante des quartiers populaires. Alors à Marseille, maintenant où tu es retournée et où tu as grandi. Alors Marseille, justement, c'est là qu'Emmanuel Macron a décidé de consacrer un déplacement de 3 jours qui commence aujourd'hui pour, a priori, débloquer un grand plan de financement de multiples infrastructures, notamment des écoles, de l'habitat et des transports. Cet été, les médias se sont fait les relais de nombreux règlements de compte. Hier, des habitants d'un collectif, le collectif Conscience des quartiers nord de Marseille, ont défilé pour dénoncer l'abandon par l'État de la ville. Est-ce que toi aussi, tu considères que l'État a abandonné Marseille? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir reçu, Pablo. Ce que je tenais à dire, c'est qu'effectivement, ce déplacement présidentiel est historique puisque c'est la première fois qu'un président de la Ve République passe autant de temps dans une seule et même ville. Moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord que je suis un peu déçue en fait qu'un déplacement avec un agenda aussi dense ne se soit pas produit bien plus en amont dans cette mandature. Je rappelle quand même qu'en novembre 2018, des gens sont morts à cause de l'habitat indigne. Et ne serait-ce qu'à cet égard, dès 2018 et dès qu'on a commencé à parler notamment du plan banlieue, il aurait fallu, et je pense qu'il aurait été souhaitable, que le président vienne se rendre compte par lui-même de la situation dramatique que vit Marseille depuis maintenant plus de 30 ans. Depuis 30 ans, effectivement, ce que je constate, c'est vraiment un manque de volontarisme politique, un manque de courage et du coup, une vraie incurie dans la gestion de cette ville, alors que dans le même temps, les inégalités ont continué à s'accroître, la misère a continué de ronger Marseille. Et vraiment, je n'exagère pas quand je parle de misère. Hélas, Marseille, qui est la deuxième ville de France et la deuxième plus grande métropole de France, détient aussi les tristes records d'avoir un des quartiers le plus pauvres d'Europe, mais aussi la cité la plus pauvre de France. Et en fait, plus que des constats, aujourd'hui, il est vraiment urgent d'agir parce que on parle vraiment de gens, de femmes, d'hommes, d'enfants qui vivent dans des immeubles amiantés avec des rats, avec 400 ou 500 euros par mois, des grandes familles. Et je pense que c'est juste inhumain en fait, de laisser des gens dans une telle situation. Vous parliez tout à l'heure de la question des transports. C'est un vrai sujet. Depuis 30 ans, je ne comprends pas qu'une ville 2 fois plus étendue que Paris ne détienne que 2 lignes de métro avec quasiment aucun bus pour desservir le reste de la ville. Comment fait-on dans ça pour travailler, pour s'engager? Moi, je veux bien traverser tous les trottoirs qu'il faut pour aller trouver du travail, mais sans transport, c'est juste impossible. Et la solution du tout automobile, aujourd'hui, on voit bien à 2 jours notamment du lancement du Congrès mondial de la nature que ce n'est plus une solution. Aujourd'hui, il y a des mesures urgentes à mettre en place, à la fois pour éradiquer la pauvreté, à la fois pour répondre structurellement à cette question de transport, mais aussi remettre véritablement du service public à l'intérieur de Marseille. Alors, tu l'as dit, hein, ça fait 30 ans, tu parles de 30 ans d'incurie. Le président de la République qui vient aujourd'hui à Marseille, enfin, pourquoi est-ce qu'il vient? Parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. Est-ce que toi, tu dirais par exemple que la situation s'est dégradée à Marseille ces dernières années, voire ces derniers mois? Elle s'est particulièrement dégradée et plus encore en fait lorsque l'on a connu la crise de Covid. Moi, j'ai vu à l'intérieur de ma cité, qui est effectivement une cité pauvre, mais une explosion pendant le premier confinement de manque d'aide alimentaire. On parle de 200 familles qui se sont retrouvées dans l'impossibilité de manger sur une population de 3000 habitants. On parle d'un petit quartier. Et ça, en effet, c'est du jamais vu. Hein, que des gens réclament de la nourriture, je n'avais jamais vu ça auparavant. Et c'est bien que la situation s'est véritablement dégradée. Maintenant, je suis un petit peu inquiète quant à cette visite. J'espère qu'elle donnera naissance, encore une fois, à des mesures ambitieuses et à la hauteur de la situation. Hein. Le président vient véritablement là au chevet d'une ville qui est en train d'agoniser et ses habitants avec.
Maintenant, dans cet agenda politique à 200 jours de l'élection présidentielle, je crains que ce ne soit qu'un effet de communication et que ce déplacement ne soit que le marqueur du lancement d'une campagne qui sait son nom. Et ça, si c'est vrai, c'est vraiment encore plus indigne que la situation que nous, Marseillais, vivons aujourd'hui. Alors, ce matin, j'écoutais Manuel Valls sur RMC, oui, j'écoutais Manuel Valls, et il a dit qu'il fallait à Marseille tout raser, tout reconstruire et, je cite, repeupler différemment ces quartiers. Alors, je ne vais pas te demander si c'est une bonne idée ou une mauvaise, mais est-ce que cette phrase de Manuel Valls ne dit pas beaucoup du regard des non-Marseillais sur Marseille? Et est-ce que finalement, c'est pas aussi ça le problème de Marseille, les préjugés souvent racistes, comme là en l'espèce, de politiques qui sont complètement hors sol? Je rejoins complètement la dernière partie de votre question. En effet, je crois qu'une bonne partie à la fois de nos décideurs, de nos responsables, de nos administrateurs, mais aussi de la population, des polémistes, etc., ont une vision empreinte de clichés sur la ville de Marseille, sur ses habitants, sur ce que nous vivons. Lorsque j'ai écrit le livre Une Française de fabrication pendant la campagne présidentielle de 2012, c'était bien pour interpeller sur le fait que cette ville porte à elle seule presque toutes les inégalités, toutes les violences systémiques, qu'elles soient d'État, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient écologiques, sont cristallisées à l'intérieur de cette ville et par ces quartiers, par ces cités. Et je trouve ça véritablement regrettable que dans le même temps, personne ne vient jamais voir ces populations dans ces quartiers. Moi, je veux dire, je n'ai jamais vu aucun élu, par exemple, venir visiter cette cité. Je n'ai jamais vu aucun déplacement, ni de députés, ni d'élus locaux avant le changement là, de majorité, venir dans ces quartiers. Et des gens se permettent de faire donc, des commentaires sur les problématiques que vivent et traversent ces gens, sans jamais en fait n'avoir mis un seul pied dans ces quartiers. Mais effectivement, c'est bien difficile puisque, par exemple, pour se rendre chez moi, une fois arrivé au terminus, en fait, il n'y a plus de bus, donc il faut marcher. Et ça, en effet, ça dissuade des gens d'aller voir ce qui s'y passe. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez inquiétant au niveau du foncier. Je veux dire, aujourd'hui, Marseille est une ville qui est attractive pour son climat, pour être proche de la Méditerranée, de la mer, etc. Et il y a des gens qui arrivent et qui, hélas, font augmenter les prix. Et du coup, encore une fois, il y a une gentrification qui est assez violente et dont pâtissent des gens qui sont déjà extrêmement pauvres et qui voient leur loyer augmenter alors que très souvent, c'est de l'habitat indigne. Alors, Je ne crois pas donc, pardon, je termine. Du coup, je ne crois pas que des solutions comme celle qu'a proposée Manuel Valls soit ni intelligente. Enfin, je veux dire, c'est déjà violent en fait de sortir une remarque de cette sorte-là. Maintenant, effectivement, plutôt que de raser, il faut réimplanter encore une fois du service public. Aujourd'hui, je constate que le premier relais que les habitants de ces quartiers trouvent, c'est souvent leur pharmacien ou leur médecin. Et donc aujourd'hui, le pharmacien et le lieu pharmacie devient un centre d'accompagnement psychologique, un centre avec des assistantes sociales. Et ça, effectivement, ce n'est pas normal. Et c'est bien la preuve qu'il faut que l'État revienne. Mais l'État ne doit pas revenir de manière sécuritaire. Il doit revenir avec des véritables projets, avec la réouverture des centres sociaux fermés, avec des piscines qui fonctionnent, avec des cinémas à proximité, avec de l'accompagnement social, psychologique à proximité. Et aujourd'hui, hélas, ce n'est pas le cas à Marseille, dont de bien nombreux quartiers, et pas uniquement d'ailleurs dans les quartiers nord.
Alors, il y a aussi la question de la violence et des meurtres qui sont souvent mis en avant lorsque l'on parle de Marseille et notamment dans les quartiers nord. J'entendais des manifestants hier appeler à la fin de l'impunité de ceux qui commettent ce genre de crimes et à un renforcement de la réponse pénale. Des femmes et des hommes politiques s'en font aussi l'écho. Est-ce que tu penses que c'est une partie de la solution ou bien, comme tu le dis depuis tout à l'heure, il faut travailler à ce que l'emploi revienne dans ces quartiers, à ce qu'il ne soit plus insalubre et que tous, en fait, dans les quartiers nord de Marseille, puissent avoir des perspectives? Ou est-ce que la réponse pénale, ça fait aussi partie, le renforcement de la réponse pénale et de la fin de l'impunité, ça fait aussi partie de la solution pour toi? Bien sûr que la réponse pénale fait partie de la solution à apporter. Maintenant, il y a une nuance à amener là-dessus. Sur un territoire de 10 millions d'habitants, donc en passant de Bastia à Nice jusqu'à l'ouest de la région, donc 10 millions de personnes, et il y a, je crois, 8 procureurs en fait qui peuvent s'occuper des questions de justice. Aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas le petit dealer qui est assis sur sa chaise et qui va vendre 3 barrettes de shit. On est sur des réseaux internationaux, on est sur des réseaux qui engrangent des millions et des millions d'euros. Et je ne crois pas que ce soit des policiers nationaux ou des policiers municipaux qui arriveront à enrayer cette problématique. Maintenant, effectivement, la solution ne doit pas être que pénale. Et encore une fois, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut revenir à véritablement de l'humain. Et si aujourd'hui, il y a de la violence à Marseille, on produit de la violence quand on a été soi-même victime de violence. Et donc, si on ne comprend pas d'où vient cette violence, qui commence d'ailleurs à l'école, je veux dire, quel signal donne-t-on à un enfant qui entre à l'école à 5 ans ou 6 ans quand il lui pleut sur la tête, que le toit de son école s'effondre? Quel message lui donne-t-on pour la suite? Si aujourd'hui l'école, dès tout petit, n'est pas capable de respecter les enfants et leurs familles, il ne faut pas chercher, on va dire, à comprendre pourquoi ensuite ils commettent. Je ne me justifie pas, mais en tout cas, je comprends que à un moment donné, les plus fragiles prennent la porte de la violence, des trafics en tout genre, etc. Maintenant, si on veut l'enrayer, eh bien effectivement, ça passe par des investissements massifs pour l'éducation, pour l'emploi, pour la formation, pour le transport, mais surtout et avant tout pour l'accompagnement des individus. Les gens aujourd'hui, encore une fois, sont seuls. Vous regardez à gauche, vous voyez quelqu'un qui vous ressemble. Vous regardez à droite, vous voyez quelqu'un qui vous ressemble. Et effectivement, plutôt que de parler de zones de non-droit, ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones qui ont été complètement abandonnées. Alors effectivement, il y a des lois territoriales que seuls ces gens comprennent qui commencent à émerger. Mais il faut arrêter d'inverser la charge de la culpabilité, en fait. Alors, hier, je le disais, France Culture a tendu son micro à des manifestants, notamment au président d'un collectif qui s'appelle Conscience. Ce président, il s'appelait Amine. Il y a des luttes qui s'organisent au niveau local. Toi-même, tu te décris comme militante des quartiers populaires. Qu'est-ce que tu fais pour essayer en fait d'établir un rapport de force, notamment avec les, 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 les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux d'ailleurs, et pour essayer de faire un peu changer la façon dont ça fonctionne aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille? Pour être honnête, qui est assez, bon, qui est à la fois un bon signe, mais quand même qui est inquiétant, c'est que Marseille fonctionnait ces 30 dernières années principalement sur les solidarités locales. Donc, c'est vraiment les gens qui s'organisaient entre eux. On l'a vu de manière encore plus forte pendant le premier confinement et pendant cette crise. Donc, c'est vraiment les solidarités locales qui ont permis de répondre aux urgences, on va dire. Maintenant, structurellement, moi, depuis que j'habite à Marseille et d'aussi loin que je me souvienne, et pourtant j'ai commencé à m'engager très très tôt, les élus de ma ville n'ont jamais daigné répondre, n'ont jamais daigné me recevoir. J'ai commencé à m'engager, je pense, autour de l'âge de 15-16 ans, notamment pour la réouverture du centre social de ma cité qui lui aussi a fermé il y a maintenant 15 ans. Et j'ai envoyé des tas de courriers, de recommandés, de mails, etc. Et lorsque je me suis permis d'interpeller Valérie Boyer à l'époque sur Twitter, eh bien, ça a été vraiment une réponse pleine de colère, pas du tout compréhensive, et elle m'a invitée à aller lire la réponse sur son blog. Donc, en effet, on avait des élus
qui était véritablement dans un immobilisme et qui avait l'habitude en fait de fonctionner avec, hélas, un peu de corruption sur des subventions, etc. Tandis que l'essentiel n'était jamais fait. Maintenant, effectivement, depuis que la majorité a changé, je sens qu'il y a une véritable volonté de faire de la vraie participation citoyenne, sans que ce soit uniquement un outil marketing ou un gadget politique. Je sais cette majorité très à l'écoute et il le faut parce que les Marseillaises et les Marseillais sont pleins d'imagination, sont pleins de projets et je sais que la majorité a aussi envie de mettre en place un budget participatif pour répondre encore plus localement aux demandes et aux initiatives des habitants. Et je crois que c'est la seule voie qui pourra réanimer Marseille parce que c'est bien ce dont il s'agit aujourd'hui. On est vraiment encore une fois au chevet de Marseille et toutes les forces, toutes les énergies doivent être mobilisées, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient au niveau de nos décideurs politiques, que ce soit au niveau aussi du privé. Et je crois que le privé aussi doit s'engager au niveau de nos territoires parce que c'est uniquement collectivement qu'on pourra redresser la barre et sortir, encore une fois, ces milliers de Marseillais de la misère et de la pauvreté et de la violence par le même temps. J'ai une dernière question, Sophia. Donc, on l'a dit, Emmanuel Macron va faire des annonces. Tout à l'heure, tu as dit un peu, tu as peur que ça soit juste des annonces qui soient dites dans le cadre de l'élection présidentielle dans quelques mois. C'est quoi la prochaine étape du coup, à la fois pour toi, à la fois pour les habitants des quartiers nord de Marseille? Comment est-ce que vous allez prolonger finalement la bataille qui est engagée pour qu'il y ait plus de financement de vos infrastructures? Comment vous allez continuer à vous organiser en fait localement pour essayer de changer les choses? Moi, ce que j'espère, après, il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'il est possible de faire. L'envie, il y en a plein. Il y en a plein, des envies, des énergies, il y en a plein, des idées, il y en a plein. Maintenant, je crois que le véritable enjeu, c'est d'être pris au sérieux. Et ce que nous attendons du président de la République, notamment nous en tant que citoyens, c'est d'être pas seulement écoutés, mais véritablement entendus. Et ça doit passer par la mise en place de groupes de travail qui soient paritaires, avec toutes les forces qui soient représentées, pas uniquement les experts, pas uniquement les élus, pas uniquement des gens qui sont très loin en réalité de la réalité des territoires. Et il faut faire revenir localement ces groupes de travail et pas que ce soit uniquement décidé dans les couloirs feutrés de nos administrations. Ça, je pense que c'est véritablement indispensable. Maintenant, j'attends une feuille de route qui soit précise, qu'il y ait des appels à projets qui soient transparents, qui soient bien expliqués et qui puissent rayonner sur le territoire, de sorte que les porteurs de projets, les associations, mais aussi les citoyens puissent s'en saisir. Je parlais tout à l'heure de tiers-lieux associatifs. Je sais qu'il y a un projet aussi gouvernemental qui est en train d'être dessiné à cet égard. Je pense que Marseille doit bénéficier en priorité, notamment en tant que deuxième ville de France, de ce plan gouvernemental pour faire en sorte que d'autres lieux de ce type puissent naître. Parce que, bien évidemment, que ce n'est pas en 6 mois qu'on va pouvoir réouvrir des postes, des CAF, des services de proximité. En revanche, des lieux autogérés, quand on fait confiance un peu aux citoyennes et aux citoyens, ça fonctionne très bien. On l'a vu dans d'autres territoires. Donc, encore une fois, comme vous l'avez dit, j'ai vécu à Paris et j'ai vu plein d'expériences formidables au Grand Voisin, au Village Ray, au 5 Toits, etc. Plein de dispositifs d'occupation qui fonctionnent. Aujourd'hui, il y a des locaux à Marseille qui sont vides. Il y a des espaces qui méritent simplement d'avoir les moyens financiers nécessaires et de créer tout simplement le contrat de confiance. Arrêter d'être dans cette défiance mutuelle, que ce soit de l'administration qui regarde la population et les gens qui regardent leur administration, se faire davantage confiance parce que vraiment, on n'a plus le temps, que ce soit au niveau d'écologie, que ce soit en termes de crise sociale. Il n'y a vraiment plus le temps de perdre encore 5 ans. Et j'ose espérer véritablement que dans les prochaines semaines et les prochains mois,
des Marseillaises et des Marseillais, des associations, mais aussi nos élus, continuent de travailler main dans la main avec l'exécutif et avec l'administration du gouvernement. Eh ben, j'espère que tu seras écoutée et surtout entendue, Sophia. Merci beaucoup. Merci Pablo de m'avoir reçu.